Blaise Etoa, c'est amoureux de la culture et des arts. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les membres de l'équipe et à vos téléspectateurs de C'est comment. Ah oui. C'est comment? On est là. Je fais mes classes. C'est pas possible. Joyce, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Oui, vas-y. Tu sais, les personnes comme Blaise et toi comme ça, c'est déjà des personnes quand tu es dans ta famille. Très tranquille. Oui, quand tu dis seulement que tonton, tu as fréquenté pour toute la famille. Tu as fait le parcours pour toute la famille, dont la famille ne se bat plus. Tu as le background qui est de toute la famille. Tu as commencé à dire ça ici. Quelle responsabilité, Blakoya. Tu sais, tu as même une cité là, c'est le Ntien, non? Non, oui, c'est même pas. Oh, si tu veux citer, on ne va pas te voir quitter ici. Donc, quand on a dit que tu venais comme invité, j'ai dit, ouais, mon tonton là, écoute ce qu'il fait comme métier. Il fait la communication, le marketing. Il est dans l'action culturelle. Le plus beau métier de la terre. Les journalistes disent souvent que quand tu aimes, mais tout ça c'est la communication, non? Oui. Vraiment, je vais te donner un truc qui va te sucrer parce que tu nous sucres avec ton papier. Tu t'es battu, comme d'habitude. Il se bat. Vraiment, ça me touche, merci. Merci. On va mettre ça là. Voilà, on va poser là. Voilà. Oh, enfin, c'est pas. Tu as fait ça. C'est quand même lui. Joe, tu as la première question? Oui. Ah là là, je ne sais même pas comment je vais la poser. Alors, la première question. Joe, si tu n'as pas le temps, tu les nombres. Oui, la question dit pourquoi on a fait le choix de la communication et du marketing? En quoi ces branches professionnelles ont de l'impact dans notre pays? J'ai failli être enseignant. Et finalement, j'ai été enseignant. J'ai failli être enseignant parce que lorsque je faisais mes classes au lycée général Leclerc de Yaoundé, mes professeurs de philosophie et de français me disputaient ou me discutaient. Oui. Et donc, c'était un peu compliqué. Les deux souhaitaient, l'un que je sois professeur de philosophie, l'autre professeur de français. Et finalement, je suis allé faire le marketing et la communication pour les séparer sans rester trop loin de ce métier parce que finalement, je l'ai fait. J'ai enseigné pendant presque 30 ans. Je n'ai pas arrêté d'enseigner. J'ai commencé à enseigner lorsque j'entrais à l'université, notamment dans le secondaire. J'ai tenu les classes de secondaire à qui j'enseignais l'histoire. Et après, d'ailleurs, j'ai enseigné de la 6e en terminale, tous ces 7 niveaux. Et après, j'ai enseigné quand je me suis spécialisé en communication d'abord et puis en marketing. J'ai enseigné aussi des universitaires, donc de la première année jusqu'à des masters. Donc, c'est un métier que j'ai fait. Et finalement, j'ai fait le marketing et la communication parce que je me suis dit, aujourd'hui, on est dans des environnements où il faut pouvoir faire de l'intermédiation. Et les enseignants, ils ont ce problème qu'ils sont souvent restés dans les amphis ou les salles de classe, alors que les métiers du marketing et de la communication permettaient vraiment d'aller dans la société, d'aller au contact des gens et pas que de ses élèves ou de ses étudiants. Oui, mais il faut aussi avouer que le marketing et la communication, ça paye mieux les factures que l'enseignant. C'est sûr. On va y arriver. Alors, Ernestine. Moi, je suis très contente parce que je rencontre un aîné académique dans le cursus communication marketing. Donc, enchantée, monsieur Blaise Etoa. Moi de même. Sincèrement. Au regard de ce que vous avez déjà observé dans le cursus académique, en la matière, mais surtout, on va dire, dans le contenu des enseignements, s'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait quoi, par exemple? Les enseignements de communication et marketing. Oui. Ici, au Je Cameroun. pense qu'il y a un sujet sur l'intérêt mutuel que les professionnels ont vis-à-vis de leur métier. Je sens avec le temps qui passe, et ça me dépite énormément, une espèce de relâchement de cette curiosité, de ce questionnement, de cet intérêt. Donc tant chez ceux qui peuvent, comme nous, être les aînés, et donc porter cette flamme pour les cadets, mais que de la part des cadets aussi. Lorsque nous, on était plus jeunes, on avait vis-à-vis de nos aînés cette espèce de hargne. Voilà, de hargne, de contact, de demande permanente à oui. pouvoir avoir des réponses. Je ne le sens plus aujourd'hui. Et ça fait que les aînés aussi, ils ont tendance, on dit, ils passent pas la main et ce genre de choses. Donc je pense qu'on a besoin de réveiller un peu la flamme. Réveiller, donc, ouais. Bon, monsieur Blaise Etoa, je vais te poser une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut dire que la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. La question est capitale. Cette réponse devrait en tenir compte de tous ces aspects. Alors, la culture,
les arts sont une partie de toi depuis toujours. Comment expliques-tu cet acharnement? Cet attachement. Attachement. Oui, c'est un acharnement aussi. Oui. Vous savez, lorsqu'on fait de l'action culturelle, on est forcément un militant. Ouais. Donc je prends le terme acharnement parce que on ne peut pas, surtout dans nos environnements, avoir une telle richesse. Parce que quand je dis je suis né dedans, c'est parce que je suis né dans le Cameroun. Et que le Cameroun est une terre bénie des dieux de ce point de vue. Et continuer à regarder cela soit avec une telle indolence, même parfois, j'ai envie de dire, presque du soupçon. On a l'impression que s'attacher au patrimoine aujourd'hui, c'est bon, je peux l'expliquer C'est aussi. ringard. C'est ringard. Oui, c'est ce qu'on dit, on c'est disait ringard. oui, ça peut pas rentrer quand les religieux sont arrivés ici, les religieux occidentaux. Oui. Ils disaient oui, c'est du paganisme, c'est de la sorcellerie. Il faut surtout pas chanter dans les langues à l'église parce que ça empêche d'aller auprès de Dieu. Ouais. Et que je sais qu'aujourd'hui, le vendredi saint, par exemple, chez les catholiques, c'est avec les sanis. Il y a eu du travail. Les chorales aujourd'hui, tout ce qui est beau de musique religieuse, ça vient de notre patrimoine chanté. Et c'est dommage, quoi, qu'on continue jusqu'aujourd'hui, et notamment auprès de la population jeune, on en parlera tout à l'heure, à regarder nos cultures avec une certaine distance. Vous avez parlé du Quai Branly tout à l'heure, j'ai été émerveillé de voir des générations et des générations de Camerounais venir avec leurs petits-enfants qui n'avaient de ce premier contact avec le Cameroun que cette exposition. Et ils étaient émerveillés. C'est peut-être parce qu'on est là, on est né dedans, on baigne dedans, qu'on ne se rend pas compte de la richesse que nous possédons. Donc vraiment, il y a ce militantisme à avoir, ce plaidoyer à conduire pour qu'on se rende compte que nous sommes riches. Nous sommes la terre la plus riche du monde. Alors, c'est tellement beau ce que tu dis. Mais que gardes-tu de ces premières années où tu as décidé de prendre les armes, puisqu'on parle d'action culturelle tu étais plus proche que jamais, en plein dedans, quand on parle par exemple du ministère des Arts et de la Culture où tu y étais. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là? Beaucoup de fierté, parce que, et puis ça a été sur des moments différents. De Ferdinand Léopold de Yono, je garde surtout un bâtisseur en termes institutionnels. Parce que quand il arrive au ministère, vous savez qu'il vient des relations extérieures. C'est parce qu'il est écrivain. Je pense que son ami le président le nomme ministre d'État en charge de la culture. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important. C'est un peu le Jack Lang qui arrive. Et donc il révolutionne du point de vue organisationnel parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pratiquement pas de socle juridique. On y revient tout à l'heure parce que c'est l'une des raisons de la création de oui, la question arrive justement. Vraiment, c'est pas structuré du tout. Et parce que c'est pas structuré, on regarde ça un peu, c'est de l'artisanat, ça permet d'animer des foires, alors que la culture, on sait ce que ça représente. C'est quand même la deuxième économie des États-Unis, c'est la troisième économie d'Europe. Mais en Afrique, où on a tout ce potentiel, ça représente rien du tout. Donc, lui, il arrive et dit, écoutez, ça représente quelque chose, il faut le structurer, il faut l'organiser. C'est donc lui qui, effectivement, met les premières dispositions légales sur le droit d'auteur en place, qui met en place en 2003 la loi sur le mécénat et le parrainage, et puis alors, une foultitude d'autres textes sur le livre, sur le patrimoine, sur les spectacles. Donc, vraiment, il y a ce socle-là. Après, il y a Amatou Toumouna. Je n'étais plus au ministère, mais elle me fait revenir comme consultant. Mais elle est sur des fulgurances incroyables. D'ailleurs, je lui souhaite du succès pour son prochain festival dans quelques jours à Mwanko. Et elle est toujours sur ce genre de choses. Et elle lance des projets comme Shoot in Cameroun. Elle dit, mais ce beau pays qui a tous ces paysages qu'on n'a pas besoin de recréer en laboratoire avec l'intelligence artificielle ou avec des cartons comme on le voit à Hollywood, pourquoi ne pas faire venir des grands réalisateurs ici? Et elle lance Shoot in Cameroun. La Heritage and Arts Foundation dont vous parliez, dont elle me confie les rênes comme secrétaire exécutif, c'était vraiment un organisme qui était chargé de mobiliser des financements. Et nous allons aux États-Unis. On fait venir des Américains ici qui investissent dans la culture. Donc le mouvement repart. Il y a vraiment les premières actions de mécénat privé ou de mécénat d'entreprise dans le domaine de la culture datent de cette époque-là. Et on montre ce qu'on est capable de faire dans ce registre. Donc ça donne un peu un teaser de ce qu'il est possible de tirer de ce secteur d'activité. Donc voilà un peu deux moments que je pourrais évoquer de ces passages dans l'institution en charge de la politique publique du secteur culturel. Et si je te proposais comme un ministre? Tu proposes toi qui? Vous savez que je discute souvent comme pas d'ici. Il a des entrées, il a des entrées. C'est pas possible. Sa relation avec moi, j'ai ma question. Aujourd'hui, tu mets sur pied cette belle initiative, le groupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun. Pourquoi cette initiative?
En fait, on est parti justement de l'observation de notre environnement qui est sinistré, il faut le dire. On a parlé du droit d'auteur tout à l'heure, c'est une catastrophe. Sauf que le droit d'auteur, c'est rien du tout à côté de ce que représente le potentiel de ce secteur. Donc, on s'est dit, il n'est pas structuré, il faut le structurer. Ouais. On s'est dit, il n'est pas encadré, il faut travailler à accompagner l'État à mettre en place des législations qui favorisent la production, la création, la diffusion et la promotion culturelle. On s'est dit, il n'est pas suffisamment financé, il faut rechercher des financements, il faut faire du plaidoyer auprès des institutions ou des personnes, parce que là aussi on oublie que c'est le public qui est le principal agent économique de la culture. Si les gens ne consomment pas les productions culturelles, on a beau y mettre tout l'argent qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc l'éducation des publics aussi c'est important. Et finalement, arriver à faire travailler les acteurs en réseau, parce que là aussi, on a le mal camerounais. Les Camerounais ne travaillent pas ensemble. Et c'est aussi le cas dans le secteur culturel. Donc, le quatrième enjeu, c'est celui-là. Il faut qu'on se regroupe. L'économie culturelle est une chaîne de valeur intégrée. Si on ne travaille pas ensemble, on ne va pas y arriver. Pour qu'on ait un bon produit, par exemple, le beau vêtement qu'il porte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait designé, quelqu'un qui l'ait coupé, quelqu'un qui l'ait cousu, quelqu'un qui l'ait brodé, quelqu'un qui l'ait peut-être mis dans un store. Donc, non, vraiment, on fait tout à la fois. non, ce n'est pas possible. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire la même personne Fais ça. dessine. Sur film. Voilà, Je on fais est compétitif, on ne peut pas travailler tout seul. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que oui, on Tu peut vas faire ça, rester dans ton petit on peut faire ça cadre, dans sa chambre. Voilà. Mais quand on va arriver vraiment à un stade de marché, bon, il viendra ici vous parler Oui. de ce qu'il est en train de préparer comme préparer. marché des industries culturelles sur l'Afrique centrale. On ne peut pas arriver à un niveau de marché avec ce genre de choses. C'est pas suffisance, possible. c'est ça. Il faut faire le upscaling qui va donc nous permettre de tutoyer les autres. On a le potentiel, mais pour que ce potentiel soit développé, il faut des standards, il faut des process, il faut une organisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... est-ce qu'il ne faut pas aussi aller dans les cerveaux pour comprendre ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble? Parce que si on pose des questions, on aura des réponses. Hein. Ben, nous, on va y travailler. Hein. Peut-être qu'il faut travailler et peut-être on va y travailler même travailler. avec des... Il y a d'abord un problème de manière... Il y a un gros problème de mindset. Oui, il y a un gros problème de mindset. Et puis aussi, il y a eu des mauvaises expériences avec des mix. Mettons-nous ensemble pour faire quelque chose et après, tu as l'impression que, en fait, tu ne fais pas partie vraiment de la bande, même si tu as le nom de la bande. Donc, peut-être il y a aussi tout ça qu'il faut voir. Peut-être qu'il faut aussi travailler sur les comportements que nous avons quand on est ensemble. Oui, mais ça, c'est juste. Sauf qu'il faut aussi regarder ce que fait le voisin. Les groupes qui se disloquent, il y a des groupes qui se sont disloqués ailleurs et qui parfois d'ailleurs se sont reconstitués. Mais je trouve que l'histoire des organisations, pas que des groupes musicaux ou des oui, bien sûr, on va plus loin. est dynamique. Un membre qui arrive, un membre qui sort, un changement de nom, un changement de trajectoire, c'est des choses normales dans la vie des organisations. Moi, je travaille dans des organisations d'un autre type depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas un problème. La dynamique, la mutation, le changement, la transformation sont dans l'ADN d'une organisation. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Oui. La question, en fait, vous l'avez dit, en faire un problème. tous, effectivement, ici, c'est un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a un mauvais état d'esprit, on est dans cette espèce d'enfermement inutile parce qu'il est contre-productif. C'est même du suicide, de se dire on peut faire les choses tout seul. Oui, on a peur qu'on me vole mon idée et tout ça. Moi, je suis membre de 2 jurys importants, de 2 entreprises, une dans le domaine de l'agroalimentaire et l'autre dans le domaine des télécommunications, des jurys sur des startups. Quand on dit aux jeunes qui viennent avec des idées mais formidables, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre idée là, à un capital, de l'equity, faire appel à un financier? Mais non, 2 années après, ils reviennent dans le même jury, on dit mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que les brevets que les entreprises aujourd'hui exploitent avec des produits qu'elles mettent sur le marché, elles ne sont pas propriétaires de ces brevets. Ces brevets, c'est des inventeurs qui les ont inventés. Dans la musique, vous parlez du cas que vous avez évoqué tout à l'heure sans citer le groupe, dans le secteur de la musique, ceux qui écrivent la musique, c'est pas eux qui la chantent. Chacun a son talent. Hein? On est venu au monde chacun avec son talent. Et donc, cette chaîne de valeur dont on parle là, c'est une spécialisation d'abord qui est naturelle. Nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes capacités. Mais c'est plus encore dans le domaine des activités métiers. On ne peut pas tous faire le même métier, ce n'est pas possible. Même par tempérament. C'est ça. Ça n'est pas possible. Donc, on est forcément complémentaires les uns des autres. Dis ça à haute voix. Plus fort. Mais je tiens à préciser que je pense que c'est le message de sensibilisation qu'il faut d'abord mettre sur pied aussi, parce que c'est une campagne là-dessus pour tous ces acteurs, parce qu'ils ont peur de se mettre ensemble, la plupart. Et nous, aussi, on dit à Actic, ensemble, on est plus fort. Voilà, c'est très important. Ouais. Voilà, alors qu'est-ce qui... on va dire, quelles sont les difficultés qui aujourd'hui freinent, en dehors de celles dont on parle, les industries culturelles et créatives au Cameroun? Les gens n'en prennent pas la mesure de la valeur. Je peux donner quelques chiffres.
Prenons 2025. Restons toujours dans le registre de la musique. Le streaming musical. Forbes a fait une étude l'année dernière, et Forbes, c'est sérieux. C'est sérieux. Qui indique qu'en 2025, sur l'Afrique, le streaming musical devrait représenter 500 millions de dollars. C'est ça. Hein? 500 millions de dollars. Les gens n'en sont pas conscients. C'est ça. S'ils en étaient conscients, ils se comporteraient différemment en disant, mais il y a une manne à aller chercher là. Organisons-nous pour aller la chercher. Et c'est le cas dans tous les autres Mais domaines. aussi peut-être parce qu'ils sont ignorants du domaine. Oui, mais quand on travaille Parce dans qu'aujourd'hui, le secteur numérique, d'activité, c'est ça, ils sont ignorants du domaine, ils sont expliquer. de l'ancienne école. 500 millions de dollars. Il faut bien expliquer. Mais c'est le cas dans le cinéma aussi. Voilà. C'est le cas dans le vestimentaire. Oui. Après, quand je parlais du comportement des consommateurs tout à l'heure, notre mindset a été tellement forgé par évidemment les médias, par la religion, par la socialisation à l'ancienne, que effectivement on a de la difficulté à faire le pas. Mais c'est quelque chose qui arrive quoi. Et si on ne fait pas attention, elle va nous balayer et les autres vont en profiter. C'est ça. Parce que le Cameroun par exemple c'est un pays ouvert. Si on fait pas attention, comme on le voit Oui, dans la oui, restauration oui, ou dans la confection de manière générale, oui. il y a peut-être d'autres qui vont venir se mettre là et Non, qui mais bien vont sûr, commencer à beaucoup de nationalités kiffer. viennent d'ailleurs et ils s'installent. Et sincèrement, des fois, le service est meilleur. Et ils vont nous Excusez-moi, piquer, parce ils vont nous piquer qu'il du faut qu'on marché. travaille nous-mêmes avec des professionnels parce que vraiment, Ouais. il y a un gros problème. Hein. Je parle notamment de la Hey. restauration. Joe, tu perds seulement 500 000 $ sur 500 millions, là, tu es tranquille. C'est pourquoi c'est bien, c'est pourquoi c'est bien que les gens comme ça nous expliquent. Voilà. Tu as vu le groupe Chimpaya, Alors, le coup de marteau. 500 millions entre les séparés maintenant. hein. C'est voyez? compliqué. Oui, Hein. quelqu'un allait déclarer ça à son nom. Ah, les gens voilà, savent donc pas ce que c'était pas c'est. pour lui. Pourquoi c'est quoi ce C'est entré dans sa peau, pourquoi il a on a dit autant mieux. pourquoi on a autant ce problème en Afrique parce que vraiment Moi j'appelle ça la mentalité de pauvre. En fait, nous sommes dit. pauvres en Afrique, certes matériellement, parce que Oui. bon, on vit dans des environnements compliqués, donc les infrastructures de base, on ne les a pas, les a pas. mais on est surtout pauvres de notre mental. Oui. Parce que les gens, et c'est justement ça le sujet, ils sont tellement pauvres que quand ils voient un peu, ils ont l'impression que c'est le... Mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut avoir si on se met ensemble. Il vaut mieux avoir un petit bout de 10 milliards qu'un gros bout de 10 000 francs. Quoi. C'est ça, mais c'est ça le sujet. Hein. C'est dommage, vraiment. C'est vraiment ça le sujet. Les gens, ils n'ont pas compris. Vraiment, c'est une mine d'or, les industries culturelles. Et c'est des secteurs mais diversifiés. Mais maintenant, ceux qui peuvent mettre vraiment, qui peuvent investir là-dessus en Afrique, et au Cameroun, par exemple, c'était dans une discussion que j'en parlais, est-ce qu'il ne faut pas aller vers ces personnes-là qui, moi j'ai entendu des hommes d'affaires qui disent qu'ils ne comprennent rien. On dit qu'il y a l'argent dans la culture, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas le business là. Ils ne le comprennent pas. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des personnes qui se mettent en groupe ensemble, des têtes bien pensantes, qui peuvent aller leur expliquer ce business-là. Parce que c'est ça le truc. Eux, ils pensent qu'ils aident juste en passant. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent faire des deals, ils peuvent faire de l'argent. Qui s'occupe de faire ça? Qui s'occupe d'aller vers ces personnes-là, qui ont de l'argent là, à bien garder? Ils sont milliardaires, ils ont de l'argent. Mais ils disent que les business qui ne comprennent pas là, ils ne peuvent pas entrer. Ah non! Je pense qu'il y a une double possibilité. Hein. Je préfère parler en termes de possibilité parce que ça doit se mettre en place. Il y a la possibilité par les professionnels. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, je prends un cas, on y reviendra tout à l'heure, j'ai dit en 2025 avec l'élection présidentielle qui va arriver que les artistes arrêtent d'aller chanter dans les meetings, c'est pas la peine. Ils peuvent chanter parce qu'ils gagnent de l'argent et parce qu'ils font leur métier. Faut pas qu'ils en aient honte. Mais faut pas qu'ils aillent dans la même logique qu'ils ont faite jusqu'ici, se faire utiliser. Il faut qu'ils aillent en montrant que ce qu'ils font est important et nécessaire. Ça fait partie de la chaîne de valeur. C'est ça le sujet. Donc les professionnels, ils ont une responsabilité. Mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est conseil financier. Et pour te répondre précisément, se mettre en place, on va prendre le cas des arts visuels. Il est en train de se mettre en place au jour d'aujourd'hui du conseil en investissement dans l'art, où il y a Maître Conchou par exemple, qui est une avocate camerounaise basée à Londres. Elle est en train de travailler des modules là-dessus avec l'accompagnement de personnes comme Madame Marem Malon, la présidente de la fondation MAM, par ailleurs consul du Sénégal et directrice de la galerie, pour expliquer aux gens, au lieu de garder l'argent à la maison avec le risque qu'on se le fasse piquer, on peut investir dans les arts plastiques, les arts visuels de manière générale. C'est ce qu'on appelle des investissements refuges. Donc, qui permettent effectivement, au lieu de courir le risque, c'est des biens. Voilà, d'investir dans ces biens. Et ces biens ont l'avantage, comme le foncier, de prendre de la valeur avec le temps. C'est ça. Ça veut dire que au moment où soit vous voulez recéder ce que vous avez acquis, ça prend de la valeur. D'ailleurs, ça a créé un droit dans le droit du marché de l'art qu'on appelle le droit de suite.
Vous achetez une toile à 100 000 francs, vous la revendez un an après ou 10 ans après à 1 million de francs. Vous avez fait de la valeur ajoutée et le droit de suite donc consiste à donner une partie de cette plus-value-là à l'artiste ou à la galerie originelle, un peu comme dans le football, avec ce qu'on appelle le droit du formateur. Donc, ce sont des valeurs refuges. Et c'est des choses dans lesquelles il faut investir, parce que d'ailleurs, en général, c'est défiscalisé. Ils sont pas au courant, hein, ceux qui ont sous-fiscalisé. les poches, ils sont au courant. Voilà. Donc, au lieu de garder de l'argent qui sert à rien, qui dort, comme pour les autres produits financiers, investissez dans l'art, dans les arts visuels. Ça rapporte beaucoup d'argent, effectivement. Non, mais il faut bien leur expliquer. Justement, Je pense qu'ils ne savent pas. Dans ce sens, pour éduquer les à comprendre. Alors, avant la conférence de presse de demain, comment penses-tu que cette initiative pourrait changer les choses dans cet environnement culturel presque orphelin, je préfère dire? La première chose que j'observe déjà, et je voudrais remercier mes consoeurs et confrères, c'est que c'est la première fois qu'on a une organisation fêtière. Ça n'existait pas. Hein. Ouais. Ça fait 35 ans que je baigne dans cet environnement. Les gens sont organisés par filière, ce qui est bien, ou par secteur d'activité, ce qui est bien aussi. Mais vraiment, un interlocuteur unique pour l'ensemble des ICC, ça n'existait pas au Cameroun. C'est la première fois. Actic est la première organisation. Et c'est pour ça que ça s'appelle groupement. Parce qu'elle veut se situer au même niveau que l'ancien GICAM et actuel GECAM pour parler au nom de l'ensemble de cette profession. Comme le GECAM le fait pour les entreprises de manière générale. La différence du secteur culturel, c'est qu'on n'y a pas que des entreprises, on y a aussi des associations et on y a aussi des individus. Bon, Actic n'a pas prétention à gérer les individus, c'est plus compliqué, mais les membres de Actic, ce sont les entreprises et les associations. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que c'est, j'ai envie de dire, l'émanation de la profession, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je suis optimiste de nature et je pense que si les gens, ils ont décidé de créer cette organisation, ils vont pouvoir se mettre ensemble autour de moi. Quand vous voyez les profils qui sont avec moi, Elise Meka, vice-présidente, elle vient du secteur de la danse et du spectacle vivant. Max Lyonga, qui est à Boya, vient du secteur des arts visuels. Iveya, qui est à Yaoundé, vient du secteur de la mode et des accessoires. Les présidents de commission, il y a Lily d'ailleurs, qui vient toujours du secteur de la musique. Les présidents de commission, Stéphanie Dongmo de la Route des Chefferie, notre présidente de la commission de formation, elle vient du secteur du patrimoine et du cinéma numérique ambulant. Hans Bon, je l'ai dit, il vient du secteur du marché. Jean-Pierre Boep, responsable de la communication, vient du secteur de la musique et de la transformation numérique. Ruben Binam vient, lui alors, il est un peu composite, parce qu'il est compositeur, il est chef d'orchestre, il est promoteur culturel avec le centre culturel Ubuntu, il est distributeur de musique avec Alizé Records, il est conseil. Donc voilà un peu les gens vraiment, qui, voilà tout à fait, des très bons profils. Je voulais poser une question bête. Il n'y a aucune question n'est bête, Blakoya. Vas-y, Blakoya. Bon, est-ce que l'association, le groupement, je veux dire que le groupement, où est-ce que le groupement puise sa force? C'est-à-dire que, est-ce que ceux qui gouvernent vous ont donné le cutus, par exemple, de vous faire comme interlocuteur auprès des artistes et tout ça? Est-ce que vous avez déjà ce pouvoir-là? Le pouvoir, on l'arrache. On va l'arracher. Bon, je dis ça pour t'attaquer un peu sur ton registre qui est l'humour. Non, plus sérieusement, je pense que les gens ont senti que on est dans un tournant. On est dans un tournant et l'un des éléments déclencheurs, c'est pas pour critiquer, c'est la loi sur les associations culturelles que le ministère des Arts et de la Culture a mis sur pied il y a 2 ans de cela et qui pose un certain nombre de problématiques dans son applicabilité. L'idée en elle-même est bonne, c'est d'amener les gens à travailler ensemble comme on disait tout à l'heure. Mais il y a tellement de contraintes que cette loi pose que les gens se sont dit non, il faut que de plus en plus nous ayons un interlocuteur qui va accompagner l'État dans la mise en place des politiques publiques. Quand l'État s'assoit, même parfois quand ils consultent les professionnels, parfois ils viennent en rang dispersé. Et parce qu'ils viennent en rang dispersé, c'est pas souvent dans l'intérêt de l'interprofession que les choses sont faites. Les gens, regardez le droit d'auteur. Toi, tu es dans le secteur de l'humour et du théâtre. Tu vois bien comment ça se passe. Donc, à la fin, lorsque le dispositif législatif sort, parfois, il ne prend pas en compte les intérêts de l'ensemble de la profession. Donc, voilà un peu d'où Actic tire sa légitimité et je pense que ça devrait bien se passer. Normalement. Que faut-il faire pour permettre aux acteurs de ce secteur de pouvoir vivre convenablement de leur art? Parce que ça va être aussi la question que oui, d'accord, vous êtes là, vous êtes comme des médiateurs au milieu, vous allez aider à l'organisation, la structure. D'accord, et nous alors, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est sûr qu'après tout ça, l'artiste naturellement
Ça va pas être un Big Bang. Je ne crois pas au Big Bang. La révolution, non, ça va pas être ça. C'est progressif. Ça va être progressif. Il y a un certain nombre de choses qui, dans leur interaction, vont générer ce cercle vertueux. J'ai entendu parler du statut de l'artiste, encore que pour moi, la problématique, c'est pas le statut de l'artiste, parce que derrière Black Oya, il y a un manager. Le manager n'est pas artiste. Parce que quand on dit statut de l'artiste, c'est quoi le statut de son manager qui vit du même métier que Black Oya? Il a peut-être un producteur derrière. Le producteur n'est pas artiste. Au sous-entendu, au sens premier du terme. Donc pour moi, c'est en fait un statut plutôt des professionnels des industries culturelles et créatives qu'il faut revendiquer, pas un statut de l'artiste. Le statut professionnel, mais aussi le statut juridique. Cette question-là est fondamentale. Parce que quand on n'a pas cet encadrement-là, avec évidemment les autres conséquences sur la sécurité sociale, les conditions de rémunération, les conditions d'accès, la contractualisation, toutes ces questions-là, c'est nécessaire. Parce que l'environnement doit être nettoyé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'outil de production. C'est-à-dire, c'est l'outil de production, quand on parlait de la belle chemise tout à l'heure, c'est ça qui donne la possibilité d'avoir un produit qui soit un produit de qualité. On viendra au public. Pour que le public consomme, il faut que ce soit de bonne qualité. Ça, c'est important. Donc, il faut que ce que nous amenons sur le marché soit de bonne qualité. Donc, que les process qui arrivent au produit culturel soient des process vraiment normalisés, qui permettent que si on les prend, on les reproduit, eh bien, que ça puisse toujours donner un produit qui soit un produit compétitif sur le marché. Après, il y a le rôle des médias. Là, on est dans la communication et la promotion. Ça, vraiment, c'est une catastrophe. C'est pas pour vous jeter la pierre, mais je trouve que au jour d'aujourd'hui, pourtant, l'UNESCO a réglé cette question avec les quotas. Ce n'est pas normal qu'on soit aussi ouvert. Bon, moi, je ne prône pas la fermeture. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je travaille sur les identités. Je travaille sur les identités depuis très longtemps pour savoir que toutes les couleurs sont dans la nature. On a besoin de tout le monde. Donc ça veut dire que si on est sur le territoire camerounais, il faut qu'on ait de la place pour la culture camerounaise. Il faut qu'on ait de la place pour le patrimoine camerounais. Il ne faut pas qu'on se laisse envahir par les courants qui viennent d'ailleurs. On a vécu ça pendant la colonisation, ça suffit. Au jour d'aujourd'hui, il faut que notre culture s'affirme, qu'elle ait de la place dans les médias. Et vous, les programmateurs... Mais est-ce que ça n'a pas changé depuis un moment? Est-ce que ça n'a pas changé? Je trouve que la consommation camerounaise, elle a grandi. C'est très bien. C'est très bien, mais on n'y est pas encore. Même dans les médias, c'est-à-dire on arrive à faire une playlist. On n'y est pas encore. Rien que pour la musique dans les médias, ça monte énormément. Ça monte, c'est très bien. C'est à peine si on écoute Beyoncé. Même dans les clubs, ça monte, mais c'est pas encore au niveau. Non, dans les clubs, c'est un peu moins que dans les médias. On reste encore très extraverti. Oui, dans les clubs, c'est un peu moins par contre. Mais je pense que les médias, vraiment, quand on regarde la télévision et qu'on regarde les émissions comme celle-ci, comme d'autres dans d'autres médias, il y a plus pour des personnes de plus en plus, et c'est très bien. Et c'est très bien, on consomme camerounais, même consomme pour la mode, même sur le vestimentaire. Même sur le vestimentaire, la coiffure, tout ça. Ah oui, mais les gens continuent, les femmes, j'ai rien contre, comme je dis, mais vous continuez à mettre beaucoup de mèches, il y a très peu de cheveux naturels. Sur le vestimentaire, beaucoup de textiles étrangers, alors qu'on a des textiles très précieux ici, le baume, le ndop, les batiks qui sont de l'Afrique de l'Ouest. On a de très très beaux tissus, raffia et autres qui sont très Mais je trouve que ça commence quand même, les gens. Ça commence de plus en plus. Et quand je dis les médias, c'est pas que les médias comme chaîne de télé, comme chaîne de radio. Le cinéma est un média. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui portent beaucoup de tenues africaines et nigérianes? C'est à cause de Nollywood. C'est Nollywood. C'est Nollywood. Donc il faut montrer aux gens que c'est beau et qu'ils le voient. Et qu'ils voient comment les gens assument cette posture. C'est vrai. Après, il y a le rôle des politiques aussi. Parce que les décisions des quotas, par exemple, sont des décisions politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le Faso d'Anfani? On leur a imposé ça. Et aujourd'hui, les gens, ils le mettent dans certains environnements. On va rester avec toi, Blaise Eto'o, et on va attaquer cette... Non, ça c'est une coïncidence, parce que quelqu'un peut dire que on a fait exprès. C'est pas vrai. C'est une coïncidence. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est abandonner son métier de rêve et en choisir un autre pour des raisons pécuniaires. Ça vaut le coup ou pas? Donc, c'est tombé sur toi et c'est tant mieux. Aïe, aïe, aïe. Ça va... Donc, c'est pour ça que quand tout à l'heure, il a dit que peut-être tu as choisi communication et marketing, tu as laissé peut-être un peu l'enseignement. Ça fait mieux la facture. Oui, peut-être que c'est pour ça. Donc, ça rejoint un tout petit peu. Mais avant que tu ne dises quelque chose là-dessus, il y a Haroun qui va lire les messages qui sont tombés sur notre page.